OK, super. Salut Heu, Marie-Luce. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Alice Thiollier. Romain m'a gentiment proposé de me joindre à lui, pour le webinaire de ce soir, pour vous parler un peu des assurances obligatoires et facultatives à mettre en place au sein de vos entreprises. Donc moi, je suis courtier en assurance, donc on est indépendant. Mon père a créé son cabinet il y a 17 ans maintenant, donc je l'ai rejoint, il y a 6 ans dans cette aventure et donc on est courtier en assurance spécialisé dans l'assurance de personnes. Donc c'est tout ce qui va toucher la mutuelle, prévoyance, retraite, épargne salariale et assurance de prêt, donc pour les chefs d'entreprise et pour leurs salariés. Voilà, donc nous on est experts sur ces sujets-là et donc on va essayer de vous les présenter un petit peu, à la fin de ce webinaire. Voilà et Ouais, donc super, ouais, adapté ouais. à votre convention collective de la 3D. Voilà, j'ai fait un Ouais, focus c'est sur ça, c'est un sujet pas simple parce qu'on s'en remet souvent à des copains assureurs ou à des gens qu'on a autour mmh, de soi ou des recommandations. C'est pas simple parce qu'on sait jamais si on est bien assuré et puis le jour où on a un pépin avec un bien salarié ou sûr. soi-même ou un accident de la route, bah, finalement on s'aperçoit qu'on n'est pas si bien couvert que ça. Bon, Là, l'idée, c'était une fois de plus, hein, donc nous, on a un point commun avec Alice, c'est que nous, on est indépendants, on n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit ce soir, on est là effectivement pour vous informer sur un certain nombre de sujets, et on informe aussi sur des sujets techniques, la biologie, les véhicules des 3D, bientôt on refera un webinaire sur les véhicules. Là, l'idée, c'était d'essayer de faire un point sur un sujet qui n'est pas si simple que ça, qu'on a plutôt tendance à évacuer un peu rapidement, qui est la couverture de l'entreprise, mais aussi la couverture sociale des salariés. C'est un sujet qui n'est pas simple à aborder. Et puis, on s'aperçoit quand on va d'un cabinet à l'autre, bah, on a des réponses qui sont parfois différentes, avec des lectures réglementaires qui sont différentes. Là, moi, je suis assez content parce qu'effectivement, Alice, elle est complètement indépendante. Donc, c'est un cabinet qui accompagne une partie de notre entreprise. Et l'idée de ce que j'ai demandé à Alice, c'était aussi de décortiquer la convention collective de la 3D et puis d'essayer d'en extraire un petit peu quels sont les points réglementaires et les initiatives qui peuvent être prises par les dirigeants d'entreprise à l'encontre d'eux-mêmes, à l'encontre de leur retraite et puis aussi vis-à-vis des futurs emprunts qu'ils ont à faire ou bien de la couverture sociale de leurs salariés parce que on a beau avoir le super matos, la super bagnole, le super dernier pulvé, la super canne à guêpe ou frelon, c'est super. Sauf que si le salarié n'est pas bien couvert, ou en partie mal couvert, bah, il y a une partie de cette sécurité, je dirais, dans les engagements de la responsabilité du dirigeant d'entreprise qui n'est pas couverte. Donc, mmh. j'ai demandé à Alice effectivement d'étudier un petit peu cette convention collective de la 3D et puis de nous extraire ce qui lui semblait être des points réglementaires incontournables pour le milieu de la 3D. Donc, on a essayé d'adapter un petit peu cette jungle réglementaire qui nous échappe. On pense à assurance, à banque, à emprunt, tous ces sujets qui sont un peu des nébuleuses pour nous, les gens du terrain. L'idée, c'était qu'Alice nous brosse un petit peu le contour réglementaire de ce qu'on est obligé de mettre en place dans l'entreprise, quand bien même c'est une entreprise 3D, ça reste une entreprise. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un petit tour d'horizon sur ces sujets-là. Voilà. Donc c'est pour ça on a intitulé ce webinaire Professionnel de la 3D, quelles assurances et couvertures sociales dans mon entreprise. Puisqu'aujourd'hui, je vous rappelle quelques chiffres. Hein, on pense qu'il y a à peu près 1600 entreprises en France. Quand vous prenez les 10 leaders du marché, ça pèse, les 10 leaders du marché vont peser 250 millions d'euros à peu près, sur un marché qui est estimé entre 900 millions et 1 milliard d'euros de services. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une grande, grande partie de la prestation 3D, qu'elle soit faite auprès des particuliers ou qu'elle soit faite auprès des entreprises, il y a une grande partie de cette prestation 3D qui est faite par des petites entreprises. Et qui dit petites entreprises dit salut la Réunion. Ah ben Marvin il est à la Réunion. Qui dit petite entreprise dit forcément un dirigeant qui est nécessairement polyvalent, qui doit s'intéresser à tous les sujets. Et souvent, on a des profils de dirigeants dans nos entreprises 3D qui sont des gens qui sont issus du terrain, des gens qui ont été d'abord techniciens, puis responsables techniques, puis ensuite ont tenté l'aventure de créer leur propre boîte avec quelques techniciens qu'ils ont dans l'équipe, 2, 3, 4 personnes, puisque la majorité des entreprises, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. Et puis, bah, finalement, avec des dirigeants qui ont tendance
à évacuer un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément des sujets centraux dans leur tête, qui ne sont pas des sujets techniques. Donc on évacue la problématique réglementaire de la voiture, on évacue la problématique de la couverture sociale des salariés, parfois la couverture des équipements de protection individuelle du salarié. Et puis, tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Et puis le jour où on a un problème, un accident ou un arrêt de travail, c'est là qu'on s'intéresse à ces sujets, malheureusement, par contrainte. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'anticiper un petit peu ça et de se dire, moi, finalement, par rapport à ces grands points réglementaires, où est-ce que j'en suis en tant qu'entrepreneur ? On est tous des entrepreneurs, et où est-ce que j'en suis en termes de couverture sociale avec ma structure et mes salariés. Bon, on va commencer. Le son, ça va, mais au pire, tu peux brancher les écouteurs si tu veux amplifier le son. Ah oui. Non, je pensais qu'il parlait à moi. Marine. Du coup, l'idée, vous commencez à me connaître un petit peu. Le maître mot chez nous, c'est l'indépendance. Pour ceux qui connaissent EasyPest, pour ceux qui connaissent nos services, c'est indépendance. On n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Notre principe, c'est de faire en sorte de donner de notre temps aussi pour faire grandir cette profession. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'Alice est là ce soir. Alice, elle est complètement indépendante aussi, pas du tout rattachée à une compagnie d'assurance. Elle n'est pas là pour vous vendre des contrats. Il y aura ses coordonnées, donc si vous voulez plus de précision à la suite de ce webinaire, vous serez libre d'appeler Alice. Et quand bien même si demain vous décidez de signer un contrat avec elle, je ne le saurais pas et je ne serais pas intéressé du tout économiquement sur le moindre contrat que vous pourriez signer avec Alice. Donc ça, c'est un point très important parce que ce qu'on veut, c'est avant tout apporter une information complètement objective. Vous me connaissez aussi. Notamment, vous allez reconnaître la progression de ce webinaire. J'aime bien repartir des enjeux un petit peu globaux, la régulation des espèces envahissantes, les impacts que ça peut avoir sur notre métier, et puis, on le répète, l'importance de la professionnalisation du métier. Et puis, en dernière partie, je laisserai la parole à Alice pour vous parler d'un de ces points précis qui nous semble être un point de professionnalisation, qui est finalement, comment je suis couvert dans mon monde d'entreprise en tant que dirigeant, comment moi-même je suis couvert et comment mes salariés sont couverts, et qu'est-ce que je peux mettre en place, anticiper pour être dans les clous réglementaires, et qu'est-ce que je peux également mettre en place pour susciter de l'intérêt et je dirais de la stabilité dans mes salariés. Vous savez qu'on est une profession sous tension en termes d'emploi, un fort turnover des techniciens d'une entreprise à l'autre. Et donc, il y a des points réglementaires qui sont des passages incontournables pour les assurances, mais il y a aussi des points d'incitation, je pense notamment à l'épargne salariale, à l'épargne retraite, qui sont des points incitatifs qui peuvent être des leviers pour vous permettre également de stabiliser vos équipes en interne. Voilà. Donc ça, je laisserai le soin à Alice de vous expliquer tout ça. Moi, je m'en attache à mon métier qui est les espèces envahissantes en dehors de l'homme, puisque de temps en temps, on a tendance à nous faire croire que l'homme est envahissant aussi. Moi, j'y crois pas. Et puis, je veux aussi m'attacher à retracer un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, notamment avec l'agriculture. Vous avez vu qu'il y a une fronde de l'agriculture européenne aujourd'hui contre la lourdeur de la réglementation. C'était prévisible aujourd'hui, et en quoi finalement cette activité galopante, quelque part, et malheureusement, elle sert notre métier. Elle sert vraiment notre métier. On parle aujourd'hui de pénurie, d'autosuffisance alimentaire en France, d'importation de produits qui viennent de pays qui n'ont pas les mêmes réglementations que nous. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça, ça va œuvrer pour une chose, ça va œuvrer dans le sens du développement de notre métier. Ça, c'est aujourd'hui, c'est assez clair pour nous. Voilà. Bon, je reprends les grands principes. Pourquoi aujourd'hui on peut émettre l'hypothèse que tous ces grands indicateurs planétaires favorisent notre métier, c'est l'accélération du réchauffement climatique. Alors, climato-sceptique ou pas, il y a un point qui est certain, c'est que la température moyenne à la surface de la Terre augmente. Alors, est-ce que les activités humaines et les activités industrielles, et notamment les émissions de carbone, participent à ce réchauffement climatique ? C'est probable. Maintenant, ça reste un phénomène naturel. C'est un phénomène avec des cycles de réchauffement et refroidissement de la planète. Et là, on est probablement en train de vivre un cycle de réchauffement de la planète, et qui probablement est accéléré. Et est accéléré par les activités humaines, les transports, et tout ce qu'on va appeler les émissions de CO2. D'où le Green Deal, d'où les grands engagements environnementaux de la Commission européenne, qui aujourd'hui viennent pénaliser un certain nombre d'activités, je dirais domestiques chez nous, comme l'agriculture. Mais effectivement, ce Green Deal au niveau européen, il a pour essence de vouloir freiner ce réchauffement climatique. On sait qu'on ne pourra pas l'empêcher. Mais l'idée, effectivement, c'est que
produisent. On est des activités humaines qui produisent différemment, les véhicules électriques, les biocarburants, moins de transport. Donc en fait, ce Green Deal, il a tendance à vouloir mettre la pression sur toutes les activités humaines qui sont émettrices de carbone pour essayer de faire en sorte que ce réchauffement se passe le moins vite possible. Et typiquement, quand on fait des reportages sur les punaises des lits, sur les rats, sur les sangliers, sur toutes ces espèces, sur le moustique, il y a un mot qui vient à la bouche des sondés, des gens que vous croisez dans la rue, c'est quel est aujourd'hui le facteur d'accélération de toutes ces bestioles. C'est pas on traite moins, c'est pas il y a moins de chimie, c'est le réchauffement climatique. Hein, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de plus en plus présent dans la tête des gens. Et en fait, on a également face à ça, vous le voyez bien en ce moment avec la géopolitique, notamment de l'Ukraine, de la Russie, une forte tension sur les matières premières, hein, l'agriculture en France, les conditions de production en Europe deviennent de plus en plus drastiques sur le plan réglementaire, mais également sur le plan économique. Et donc, en fait, qui fait qu'on a une vraie tension géopolitique sur les matières premières, et en particulier sur le blé. Et puis tout de suite, je fais la transition avec le fait que finalement, notre métier, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on protège mieux ce qu'on produit. Donc tout de suite, on voit le réchauffement climatique aide les espèces sur lesquelles on intervient, et puis globalement, notre métier va devenir de plus en plus de protéger des denrées qui, on le voit bien, vont être de plus en plus chères, parce que de plus en plus rares, ça c'est évident. On a aussi cette apparition d'un certain nombre de mouvements de néo-urbains, alors croisés avec plein de termes, le wokisme, des mouvements urbains, parce que, comme dans toutes les grandes métropoles européennes, on a de plus en plus de gens qui vivent en ville. En France, on estime qu'on a à peu près 75 à 80% des gens qui vivent en ville, avec un déracinement total de l'outil de production. Donc des gens qui vivent en ville, qui veulent acheter les produits toujours au même prix, mais qui mettent la pression sur le milieu agricole qu'ils ne connaissent absolument pas. Et donc vous voyez le retournement de situation en ce moment, avec toutes les espèces de mouvements des Amis de la Terre, qui prennent la défense de l'agriculture aujourd'hui en disant mais nous, on ne veut pas mettre la pression sur l'agriculture, on veut juste pas polluer l'eau, pas polluer l'environnement. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par la fronde des agriculteurs qu'on observe, donc là j'ai pris simplement quelques clichés de ces autoroutes qui sont bloquées en ce moment, on s'aperçoit qu'effectivement cette fronde des agriculteurs, elle s'adresse directement à ces mouvements environnementaux, qui sont les mêmes, je vous le rappelle, qui nous mettent la pression sur les produits chimiques au niveau européen, qui nous poussent à être dans la transition de biocontrôle, et en tout cas à changer notre arsenal de lutte contre les espèces envahissantes, mais qui sont les mêmes également à mettre les pressions réglementaires sur l'agriculture et à focaliser sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'agribashing, avec un enjeu qui reste un enjeu mondial de nourrissage de la population mondiale qui est aujourd'hui autour de 7 milliards et qui devrait être autour de 10 milliards en 2100. Donc en fait, on a quand même des enjeux structurels de nourrir le monde, et donc une difficulté à pouvoir produire plus sur des espaces très réglementés comme c'est en Europe, qui va favoriser des économies émergentes, et notamment la Chine et l'Inde. Et puis avec notre métier qui est au milieu de tout ça, et puis qui va essayer au mieux gérer la protection de nos environnements, de la santé publique, mais aussi des matières premières qui vont coûter de plus en plus cher parce que produites dans des environnements de plus en plus idéalisés, comme c'est le cas en Europe. Donc en fait, on voit bien que notre métier prend de plus en plus de sens à l'heure de effectivement d'une verdisation de tous les discours politiques en France. Et là, j'avais repris simplement la carte des dernières élections municipales, où on a un maximum de villes en France qui sont passées écolo. Et puis, cette pression également sur le monde de l'élevage qu'on voit en France, avec des éleveurs qui ne vivent plus de leur travail, avec des associations comme L214 qui tirent en rang serré sur l'élevage, qui fait qu'on a un recul net de la consommation de viande depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment une réalité. Nous, en face de ça, on a quoi ? On a un contexte qui est une vraie réussite pour les espèces envahissantes. Un grand coup de punaise, un grand coup de moustique tigre, un grand coup de rat à Paris, un grand coup... Je voulais mettre également toutes les photos qui ont été générées par l'intelligence artificielle pour les Jeux Olympiques, avec des rongeurs, des blattes et des punaises qui se battent sur un ring de boxe pour les Jeux Olympiques. Et donc, effectivement, les grands gagnants sont les espèces envahissantes. Et donc, notre métier devient une variable d'ajustement de tout ce tumulte un peu géopolitique qu'on a autour de nous, et en fait qui est très très profitable aux espèces sur lesquelles on bosse. Et finalement, c'est pas qu'un discours, parce que aujourd'hui,
ces grands mouvements, je dirais sociétaux, ont un vrai impact business, clairement. Ça a un impact business sur notre activité. Pourquoi? Comment on le voit? Il y a des études qui ont été faites qui montrent que ces 5 dernières années, on a plus de 60% des Français qui ont été touchés par des espèces nuisibles. Alors on peut les appeler liminaires, des espèces envahissantes, invasives, des ésodes, tout ce qu'on veut. N'empêche que en fait, les Français, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus concernés par ces espèces. Et puis concernés par quel type d'espèces? Par toutes les espèces en fait, toutes les espèces qui ont attrait à notre activité 3D. Et là, je n'ai pas les pigeons là-dedans, et vous voyez bien que ouais, tu as raison Fabien, effectivement, que la mondialisation, elle favorise les espèces invasives. Alors une espèce invasive par rapport à une espèce envahissante, invasive, c'est qu'elle est dans un écosystème. Je prends une espèce qui est en Argentine, le ragondin, puis un jour on l'introduit en France pour de la fourrure, et puis cette espèce devient donc invasive parce que pas originaire de l'écosystème dans lequel on l'introduit, et puis elle devient envahissante parce qu'elle a un caractère à envahir. C'est ce qu'on va appeler une espèce nuisible dans notre jargon, même si aujourd'hui on s'aperçoit que ce terme, il faut plutôt bannir ce terme pour être sur des termes plus précis, espèce envahissante, ou espèce susceptible d'avoir un impact sur la santé publique, ou susceptible d'occasionner des dégâts. Voilà. Bon, toutes les espèces de notre activité progressent. Voilà, donc en fait, elles progressent pour quelles raisons? De manière multifactorielle, parce que moins de produits efficaces, de la résistance aux différents produits qu'on a développés, des écosystèmes qui sont de plus en plus favorables à ces espèces, un milieu urbain qui ne comprend plus trop la nécessité de réguler. J'étais encore hier à Canal+, avec une élue du 16e arrondissement qui dit non, pourquoi vous voudriez réguler les ragondins à Paris? Alors il dit parce que potentiellement ils hébergent de la leptospirose. Oui, non, mais c'est pas un sujet pour la mairie de Paris. Et 80% des gens qui vont voir des ragondins sur les îles à Paris vont appeler ça des castors, donc ça vous donne à peu près le niveau du milieu urbain sur ces espèces invasives. Donc oui, tu as raison Marvin, avec l'urbanisation, il n'y a plus de bioprédation. Alors effectivement, tu as des gens un peu décalés qui aimeraient qu'on relâche des fouines en ville pour réguler les rongeurs, mais bon, ça c'est parce qu'ils ont lu trop de livres de Guillaume Tell dans leur tendre enfance, mais ça fonctionne pas comme ça. Et quand on prend individuellement chacune des espèces, regardez la punaise des lits, la punaise des lits, elle croît, c'est une forte croissance, et on n'a pas l'année 2023, mais en 2023, avec la polémique sur les punaises, dont une partie avait une réalité technique et une autre partie qui a été un emballement médiatique qui n'avait peut-être pas forcément d'enracinement réel sur le terrain, n'empêche qu'on était face à une panique, et on est passé d'à peu près 19 à 25% des Français qui avaient entendu parler de la punaise à 95% des Français qui ont entendu parler de la punaise. Donc malheureusement, il faut qu'on attende, tout comme les agriculteurs attendent ce type de fronde générale pour que les pouvoirs publics prennent la mesure de nos métiers et prennent la mesure effectivement des bestioles sur lesquelles on travaille. La punaise de lit et le moustique, c'est probablement les deux bestioles qui nous attendent de manière très forte sur les augmentations d'interventions. C'est entre 2 et 4 millions d'interventions par an. Les rongeurs, c'est à peu près 6 millions d'interventions par an en France par les professionnels. Et là, avec l'avènement des Jeux Olympiques, il faut s'attendre à une année qui soit en très forte hausse sur ces différentes espèces, avec à côté des espèces qui restent des espèces très sensibles, comme le pigeon par exemple. On voit bien qu'il y a une problématique de souffrance animale associée au pigeon aujourd'hui. Ça devient des espèces sensibles, et on voit bien qu'il y en a un clivage entre les pros et les anti-pigeons en milieu urbain qui commence à vraiment se cristalliser. Donc voilà, la psychose des punaises a remis l'église au centre du village, a remis les débats au centre du village, sur la place publique. Effectivement, on a découvert finalement que les punaises, c'est pas la première fois qu'on en découvre dans les cinémas. Oui, il y a des punaises dans les cinémas, et donc les gens ont découvert cette problématique, et par là même ont découvert notre métier, et par là même ont découvert effectivement que dans notre métier, il y avait aussi des arnaqueurs, il y avait aussi des sociétés qui ne travaillaient pas bien. Et ça fera la transition avec on est des professionnels. Nous, on est là ce soir, effectivement, pour donner de notre temps pour faire grandir le métier et l'informer sur un certain nombre de sujets à 360 de notre métier. Mais il faut aussi savoir qu'il faut qu'on sache laver notre linge sale en famille. On a des sociétés qui ne sont pas sérieuses, on a des sociétés qui arnaquent, on a même des sociétés qui vont jusqu'à lâcher des punaises sur les lieux d'intervention pour justifier leurs interventions. Donc c'est sûr que la professionnalisation, elle va aussi aller vers plus de transparence dans notre métier, mais aussi plus de professionnalisme aussi du dirigeant d'entreprise vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis de ses salariés, mais aussi vis-à-vis de l'environnement dans lequel il intervient.
Bon, les chiffres, vous les avez probablement eus, hein, ça c'est le nombre d'interventions, c'est les chiffres de la CS3D que je remercie au passage ce soir d'avoir pu synthétiser ces chiffres. Vous voyez qu'en fait toutes les espèces font l'objet de plus d'interventions. Alors on a beau me dire d'une part que les rats, les ragondins et que la punaise des lits c'est pas un sujet, ça n'intéresse personne, mais au-delà de ça, ça génère de plus en plus d'interventions des professionnels. Donc on a bien un biais de perception du statut de ces espèces en ville, et on a le reste de la France un peu silencieuse qui, elle, fait appel à nos besoins parce qu'on a une vraie forte pression de ces espèces envahissantes. Et les sociétés qui cassent l'esprit, ça c'est sûr. Donc là je reviens, il va falloir également qu'on professionnalise notre image, et quand on a des compléments d'enquête qui arrivent à se faire sur des gens qui lâchent des punaises sur des lieux, il va falloir absolument qu'on régularise et qu'on sécurise un petit peu l'accès des professionnels à notre profession, parce que ça, c'est des dérives qui sont complètement inadmissibles et qui profitent de la détresse des gens, notamment liées à la punaise des lits. Alors, effectivement, il y a déjà des voies de professionnalisation dans ce marché en forte croissance. Et alors, il est en forte croissance, on n'a pas de problème de clients. C'est sûr que le gars qui nous dit qu'il a un problème de clients dans le monde de la 3D, c'est probablement un mec qui reste enfermé chez lui, qui ne répond pas au téléphone, qui ne répond pas à ses mails. Mais il faut aujourd'hui, la professionnalisation pour nous, c'est un moyen de trouver des éléments pour vous différencier des autres sociétés et à la fois s'adapter aux nouvelles attentes sociétales. Y aurait-il pas un moyen de passer sous le ministère de la Santé pour assurer tout ça? Bah oui, si. Il y a des vraies discussions au sein de la CS3D aujourd'hui, Marvin, tu as raison. Aujourd'hui, on est sous la dépendance du ministère de l'écologie. L'écologie, c'est quoi? C'est potentiellement des gens qui voient notre métier comme potentiellement un métier qui utilise des produits biocides. Produits biocides égale produits chimiques égale produits dangereux. Donc on régularise les produits biocides indépendamment des pressions qui sont faites sur notre métier. Si on bascule sur le ministère de la Santé, on devient non plus des utilisateurs de produits, mais des préventeurs de risques sur la santé. Et donc là, effectivement, notre profession pourrait être vue de manière complètement différente, comme une profession qui protège la santé humaine, la santé animale et l'environnement, et qui, pour cela, utilise dans une boîte à outils de temps en temps des produits biocides. Donc oui, tu as raison Marvin, ce serait effectivement une très bonne chose. Changer de ministère de tutelle, c'est pas si simple, ça va demander des années, mais je crois que c'est vraiment un chantier que la CS3D a pris à bras le corps. Donc se professionnaliser, c'est important. Se professionnaliser pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire se former, c'est important. Je crois qu'on y revient. Ouais, alors il y a 2 CQP qui ont été créés. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore dans les prémices de la mise en place de ces CQP en France. C'est les premières années de CQP. Le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle parce qu'on est dans une profession dans laquelle il n'y a pas de diplôme initial. Souvent, les gens viennent d'autres secteurs, sont arrivés là soit par défaut, soit par amitié avec des gens qui font déjà ce métier, et puis ils restent par passion, ça c'est certain, mais on n'a pas de formation initiale. Donc les CQP, ces certificats de qualification professionnelle à destination des techniciens ou à destination des responsables techniques, sont 2 formations qui sont en train d'être testées aujourd'hui en France et qui ont de l'avenir, je pense, et qui sont effectivement projets portés par la CS3D, par notre chambre syndicale professionnelle également. Alors voilà, aujourd'hui se former, c'est quelque part intégrer de la connaissance pour prendre de la distance par rapport à ces grands enjeux de notre métier, mais aussi savoir sortir aussi parfois du couple technicien-produit. Alors comme le produit est très efficace, le technicien n'a pas forcément besoin de l'être. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui met la pression sur le produit. C'est-à-dire que le technicien, il faut qu'il monte en compétence. Monte en compétence sur un certain nombre de sujets, compétences techniques, mais aussi compétences en termes de savoir-être, compétences en termes de réactivité, mais aussi en termes de connaissances même sur son métier. Pourquoi? Parce que le contexte change, la relation à l'animal, elle change, on le voit bien, on a de plus en plus anti-tout, d'ailleurs, ils sont anti de tout et leur contraire, mais bon, ça c'est comme ça, c'est un phénomène très urbain. J'étudie beaucoup ce phénomène en ce moment sur le plan sociologique en France. Donc en fait, on a plutôt tendance à vouloir protéger l'animal, en tout cas de se dire, j'étais encore hier avec la cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis au téléphone, et on va faire une conférence ensemble au mois de février à Lyon. Et globalement, quand on l'écoute parler, elle est pour la protection de toute forme animale, toute forme de vie animale. Et je lui dis, si vous avez des punaises chez vous, vous faites comment? Ah, mais c'est pas pareil, c'est des insectes. Donc en fait, on s'aperçoit bien qu'il y a une espèce d'idéologie qui va impacter notre métier et avec laquelle il va falloir qu'on deal. Quoi qu'il en soit, c'est plus un bruit de fond, c'est existant, c'est là. Mais il va falloir aussi qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions pour continuer à réguler les espèces envahissantes qui soient beaucoup
plus consensuel, beaucoup plus dans le compromis avec ces nouveaux contrats sociaux, contrats sociétaux. Hein. Donc 3/4 de vos clients demain, ils sont urbains. Il y a une vraie fronde anti-pesticides de manière globale, que ce soit sur notre métier ou que ce soit sur l'agriculture, sur la souffrance animale également. Et il faut voir que c'est une opportunité, effectivement, pour détacher un peu ce couple technicien-produit et puis faire monter en compétence le technicien pour continuer à valoriser notre métier. Donc, le profil du client, il change forcément. Les réseaux sociaux, vous savez ce qu'on en pense, c'est une vitrine. Il y en a qui s'en servent bien, il y en a d'autres qui s'en servent un peu moins bien. Les bons, vous vous reconnaîtrez. Et donc, attention au vocabulaire, aux photos et aux vidéos que vous publiez également sur les réseaux, parce que cette apparition sur les réseaux, c'est le premier signe de votre professionnalisation. Et il y en a parmi vous qui l'ont très bien compris. Ce technicien, c'est la personne qui est au contact. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de savoir recruter sur du savoir-être. D'ailleurs, dans notre métier, il y a de plus en plus de gens qui recrutent, non pas sur les compétences, mais sur le savoir-être, et donc qui recrutent des techniciens, voire des collaborateurs qui viennent de tout autre métier, mais qui, parce qu'ils ont des aptitudes en termes de savoir-être, alors ils les embauchent. Et ensuite, le savoir-être, ça ne s'acquiert pas, la compétence, ça s'acquiert. Et le savoir-être, quand il n'est pas là, il ne va pas faire son apparition à 1er janvier, ça n'existe pas. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est tordu, en règle générale, vous n'avez pas le détordre, et plus on va avancer, plus il sera tordu. On l'a expérimenté il y a encore pas très longtemps, et je ne pourrais pas vous présenter ces personnes, elles ne sont plus là, mais globalement, le savoir-être, il est hyper important. Donc, nous, on encourage beaucoup aussi ce recrutement sur le savoir-être. Et puis, un comportement exemplaire avec un vocabulaire adapté, et puis savoir communiquer auprès de ses clients. On a aussi du verbal et du non-verbal. En termes d'attente verbale, la professionnalisation, on va la mesurer aussi via la politesse, la discrétion, la communication pour éclairer les méthodes utilisées. Aujourd'hui, les gens vous posent des questions. Il ne faut pas leur dire vous allez voir sur Internet. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les modes opératoires, les protocoles, et là effectivement, le sérieux que vous allez mettre là-dedans, mais aussi tout le non-verbal. Le technicien propre sur lui, bien habillé, une voiture rangée, une voiture propre, et puis une voiture avec une charte graphique reconnaissable. C'est à peu près ça, une voiture propre et organisée. Pourquoi ce point important? Et donc, on va faire un webinaire là-dessus spécifique le 13 février au soir. On reviendra sur la voiture. Il y a 50% des accidents du travail dans notre secteur d'activité qui viennent, en tout cas, un technicien sur 2 se blesse en devant monter dans sa voiture, chercher un pulvé ou un seau, et se tord la cheville en redescendant. Donc, c'est effectivement, si on aménage un minimum ces voitures, ça signifie qu'effectivement, on aura moins d'accidents du travail et des techniciens qui seront plus productifs. Et puis, avoir une belle voiture, finalement, c'est quand même assez cool. Voilà, j'ai à peu près brossé l'ensemble du truc. Donc, un professionnel, c'est aussi une entreprise bien protégée. Et donc, une entreprise, c'est aussi un professionnel bien protégé. Donc, je crois que c'est important aussi d'être à l'aise avec ce sujet-là. Ça peut paraître une espèce d'opacité, un truc qu'on ne maîtrise pas, qu'on sous-traite à son pote qui a un cabinet d'assurance. On a l'impression d'être bien couvert. Puis finalement, le jour où vous avez une merde, il y avait un petit alinéa à la page 8 en Police Times, en Police 7, là, qui vous disait « Ah oui, mais vous n'êtes pas couvert pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. » Donc en fait, la mauvaise surprise, vous la découvrez malheureusement souvent trop tard, et puis souvent face à vous, quoi. Donc c'était important pour nous de faire aussi un point justement sur ces couvertures d'assurance comme un point de professionnalisation. De toute façon, si vous travaillez avec l'industrie, c'est des sujets sur lesquels on vous demandera de vous justifier sur ce que vous mettez en place dans votre entreprise pour le bien-être des salariés, pour la couverture sociale de vos salariés, et qu'est-ce que vous mettez en œuvre également sur le RSE, mais aussi comme mesure incitative pour permettre la stabilité de vos équipes. Voilà globalement. Donc du coup, Alice, je te laisse la main pour évoquer ce sujet qui est le tien. Super. Merci beaucoup, Romain, pour ta présentation et pour ton introduction. Donc voilà, comme je disais, moi je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la protection sociale des chefs d'entreprise et de leurs salariés. Donc on va essayer de vous présenter un petit peu les obligations que vous avez en tant qu'employeur et aussi les dispositifs facultatifs que vous pouvez mettre en place pour fidéliser vos salariés dans l'entreprise. Voilà un petit peu. Donc pour commencer, premier sujet qu'on voulait aborder, c'est la mutuelle obligatoire des salariés. Donc, comme vous devez le savoir, depuis 2016, l'ANI a fait en sorte que tous les employeurs sont obligés de fournir une mutuelle à l'ensemble de leurs salariés.
Donc il y a plusieurs conditions qui sont fixées. La prise en charge de l'employeur doit être au minimum de 50% de la cotisation. Il y a un niveau minimal de garantie qui est imposé. Il est dit ANI ou panier de soins. Donc c'est un niveau de garantie qui est très faible. Voilà. Et certaines conventions collectives peuvent imposer des minima de garantie supérieurs à l'ANI, ce qui n'est pas le cas de votre convention collective. La CCN 3D n'a pas imposé de niveau de garantie différent du niveau légal. Donc bien sûr, à titre facultatif, vous pouvez décider de proposer des garanties supérieures à vos salariés. Vous pouvez aussi décider de couvrir les ayants droit du salarié, donc le conjoint, les enfants, et de participer donc à la part de cotisation. Et vous pouvez enfin prendre en charge plus de 50%, donc passer à une participation de 80% jusqu'à 100%. Voilà. Donc ça, c'est le focus sur la mutuelle qui est obligatoire pour l'ensemble de vos salariés. Deuxième sujet qui est important, c'est la prévoyance des salariés. Alors la prévoyance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous couvre en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Donc c'est le second risque. J'ai distingué les deux collèges, donc les cadres et les non-cadres, parce qu'il faut savoir que les cadres, quelle que soit l'entreprise, c'est pas propre à votre convention collective, l'employeur est tenu de leur ouvrir un contrat de prévoyance avec une cotisation minimale de 1,50. 1,5% le salaire annuel brut. C'est le minimum obligatoire. L'employeur doit prendre en charge 100% de cette cotisation. Il n'y a pas de garantie minimale spécifique, bien qu'on recommande toujours à nos clients d'opter pour des capitaux d'essai égaux au moins à 3 fois le salaire du salarié. Alors pourquoi ça? Je vous explique rapidement. Si jamais il n'y avait pas eu de protection, de contrat prévoyance mis en place pour vos cadres, et que par malheur, un cadre décède, ces ayants droit peuvent se retourner contre vous et vous demander le paiement d'un capital de 3 fois le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est 140 000 euros. Voilà, ça c'est une sanction qui s'applique si malheureusement on n'avait pas mis en place ce type de contrat pour un salarié cadre. Voilà pour les cadres. Côté non-cadre, il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, votre convention collective 3D a imposé une obligation de couverture. Donc en fait, quel que soit le statut de votre salarié, vous êtes obligé de mettre en place une prévoyance à leur profit. Donc pour les non-cadres, qu'est-ce qui ressort de votre convention? Une cotisation minimale de 0,85% du salaire annuel brut. La prise en charge employeur doit être au moins de 60%. Et puis après, je vous ai détaillé les garanties minimales qui sont imposées par votre convention. Donc il y a des capitaux d'essai, une rente éducation, des frais d'obsèques et bien sûr une couverture en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Donc c'est un bon socle. Moi, je trouve ça plutôt positif que la convention ait mis en place ces minima parce que ça protège quand même vos salariés. Voilà. Donc ça, c'est les bases obligatoires que vous devez avoir au profit de vos salariés. Ensuite, donc on va passer aux sujets qui sont facultatifs. Alors je vais en aborder deux dans ce webinaire. Donc le premier, c'est la retraite supplémentaire facultative. Donc c'est l'ancien article 83 qui s'appelle désormais PER entreprise. Donc vous pouvez décider de le mettre en place au profit de vos salariés. Pourquoi? Ça permet de recruter et de fidéliser vos salariés. Comme le disait Romain, c'est pas forcément évident de conserver, de garder ses salariés au sein des effectifs et de les motiver. Faut aussi savoir que l'épargne est plus attractif qu'une prime. Vous avez seulement un forfait social de 16%, donc moins de charges sociales que sur un salaire. Ce dispositif, ça vous permet de choisir une catégorie objective de salariés. Donc, par exemple, on peut mettre en place juste au profit des cadres. Vous pouvez cotiser jusqu'à 5% du salaire brut pour le salarié. Et au final, le salarié se retrouve avec une enveloppe disponible lors de son départ en retraite. Donc, il pourra la toucher soit sous forme de rente viagère, soit sous forme de capital, si l'épargne est inférieure à 30 000 euros. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif qui peut être mis en place
par l'employeur au profit de ses salariés. Alors, le deuxième dispositif, bon, ne prenez pas peur, tout s'affiche d'un coup, c'est l'épargne salariale. Alors, c'est un sujet un peu plus complexe, mais qui est très intéressant. Actuellement, c'est le dispositif le plus intéressant fiscalement parlant, aussi bien pour l'employeur que pour ses salariés. Donc je vais essayer de le présenter rapidement, sans trop rentrer dans les détails. Donc c'est un dispositif qui est facultatif, sauf pour les entreprises de plus de 50 salariés à ce jour, parce qu'il y a des évolutions, des nouvelles lois qui vont sans doute passer, qui vont rendre ça plus ou moins obligatoire, dès lors qu'on aura plus de 10 salariés. Oui, Romain, merci. Voilà. Par contre, donc l'épargne salariale, ce qu'il faut savoir, à la différence du PER entreprise, c'est que ça s'applique forcément à l'ensemble du personnel. Voilà. On ne peut pas choisir une catégorie, ça ne s'appliquera qu'au cadre. Voilà. Donc épargne salariale, il y a 2 enveloppes. Le PEE, épargne bloquée 5 ans. Le PERCO, épargne bloquée jusqu'à la retraite. Il existe des cas de déblocage anticipé, notamment l'achat de résidence principale. Voilà. Qu'est-ce qu'on met concrètement dans ces enveloppes? Il y a plusieurs dispositifs qui existent. Le plus simple, c'est l'abondement. Donc qu'est-ce que c'est l'abondement? Le chef d'entreprise décide de verser de 0 à 300% du montant versé par le salarié sur le dispositif PEE ou PERCO. Prenons un exemple. Un employeur décide de mettre un abondement de 100%. Un salarié verse 100 € sur son PEE. L'employeur versera 100 € sur le PEE. Fiscalité hyper intéressante, il y aura juste de la CSG-CRDS, 9,7%, donc qui s'appliquera sur ces 100 €. La prime sera exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié et sera déductible du bénéfice imposable de l'entreprise. Donc c'est un dispositif qui est quand même hyper avantageux, donc ça peut aller jusqu'à 300%. Il y a bien entendu des plafonds. Et c'est un dispositif qui est facile à mettre en place. Il existe aussi 2 autres dispositifs un peu plus compliqués, qui sont l'intéressement et la participation. Donc c'est le même fonctionnement, pas de charge sociale, sauf à part la CSG-CRDS. Si le salarié verse sa prime sur le PEE ou le PERCO, il n'a pas d'impôt sur le revenu et les primes sont déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise. Donc hyper intéressant. La différence entre les deux, l'accord d'intéressement est très souple. En fait, vous pouvez choisir, si j'atteins tel résultat l'année prochaine, je verserai une prime d'un montant de à l'ensemble de mes salariés répartis de telle façon. Donc ça, c'est l'intéressement. La participation est un peu plus figée. C'est une formule de calcul légale, voilà, et c'est obligatoire dès lors qu'on a plus de 50 salariés. Voilà rapidement l'épargne salariale, donc autre dispositif qui peut venir intéresser, en tout cas, ses salariés. Voilà ce que je voulais dire pour les obligations relatives à vos salariés. Je voulais faire aussi un petit focus pour les chefs d'entreprise. Donc en fonction du statut, donc soit on est travailleur non salarié, TNS, par exemple gérant de SARL. Donc quelle protection va-t-on avoir? Donc un contrat de mutuelle Madelin, une prévoyance Madelin, donc c'est des contrats déductibles, et une retraite Madelin qui s'appelle maintenant PER individuel et qui vous permet donc de sortir soit sous forme de rente, soit sous forme de capital lors du départ en retraite. Voilà. Dernier point, l'épargne salariale. Alors le TNS peut aussi en profiter dès lors qu'il a un salarié employé dans sa structure depuis au moins 12 mois. Donc ça peut être un dispositif très intéressant. Prime PEPA également très intéressant, ouais. 35 oui. Alors effectivement, la mutuelle des TNS est plus chère qu'une mutuelle, donc l'autre statut, assimilé salarié, président de SAS. Dans ce cas-là, on a une mutuelle cadre, enfin la même mutuelle que les cadres, la même prévoyance que les cadres. Et la mutuelle Madelin est toujours plus chère parce qu'elle est propre à un individu. Donc ça va être en fonction de sa situation de famille et de son âge. Alors qu'une mutuelle
salarié, entre guillemets, c'est un contrat collectif, donc le risque est mutualisé. Logiquement, il y a plusieurs salariés et c'est toujours moins cher. Voilà, c'est vrai qu'une mutuelle Madelin est toujours plus chère qu'une mutuelle cadre. Donc pour le statut, voilà, assimilé salarié, il pourra aussi bénéficier de la retraite supplémentaire si ça a été mis en place, l'ancien article 83. Et pour l'épargne salariale, même condition que pour le TNS, donc c'est possible s'il a un salarié employé depuis au moins 12 mois dans l'entreprise. Voilà pour le chef d'entreprise. Et puis dernier point, bien entendu, donc moi je vous ai parlé, voilà, de la protection sociale qui est mon métier et que je connais par cœur. Mais bien entendu, vous avez d'autres assurances indispensables à mettre en place dans votre entreprise. Donc tout ce qui touche à l'assurance des biens, donc vos locaux, vos systèmes informatiques, vos véhicules et ceux de vos salariés. Et puis, bien entendu, l'assurance de votre activité, donc notamment les RC professionnels pour vous protéger au niveau juridique des éventuels dommages que pourraient causer vos salariés, par exemple, chez un de vos clients ou autres. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'en ai fini pour ma partie. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alice. Vous inquiétez pas, hein, tous ces tableaux, moi je suis comme vous, c'était une nébuleuse pour moi. Aujourd'hui, on s'est fait expliquer les choses à part Alice et aujourd'hui c'est plus clair pour moi, mais ça reste des sujets qui sont pas simples à appréhender. Donc n'hésitez pas, vous avez le contact d'Alice, vous avez son mail si vous avez besoin d'informations, d'un truc, une question vis-à-vis de votre boîte, n'hésitez pas, elle est toujours dispo, elle vous facturera pas à l'appel, vous inquiétez pas, on reste des indépendants, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'appeler. Alors, c'est quoi? Qu'en est-il pour quelles sont les clauses intéressantes à regarder pour souscrire une RC Pro? Alors ça, la RC Pro, moi je suis pas spécialiste, donc je voudrais pas dire de bêtises sur ce sujet-là. Ouais. La RC Pro, effectivement, déjà bien définir que la RC Pro à laquelle vous souscrivez, elle encadre bien votre métier, hein, ça c'est sûr, parce que souvent on a des RC Pro qui sont assez généralistes. Il faut bien effectivement que ce qui est important pour une RC Pro, c'est quand vous êtes avec un cabinet, c'est d'expliquer votre métier vraiment dans le détail. Ça, c'est très très important. Et tous les types, toutes les facettes de votre métier, tout le type d'intervention que vous êtes amené à faire, et puis potentiellement les futures interventions que vous êtes amené à faire. Si aujourd'hui vous ne travaillez pas avec l'industrie agro, l'industrie pharma, mais que vous prévoyez de passer d'un modèle où vous travaillez chez des particuliers à travailler un modèle avec des entreprises, du coup, il faut vraiment le prévoir dans le RC Pro parce que ça va changer vraiment changer le contenu de la RC Pro et notamment les seuils au-delà desquels la RC Pro ne couvre plus. Hein. Donc ça c'est important. Oui, la franchise, tu as raison Stéphane, il faut faire gaffe. Et puis quant à l'entrepreneur individuel, c'est la même chose. Alors effectivement, si la personne est en auto-entreprise, c'est forcément c'est pas une RC Pro, c'est effectivement une responsabilité civile classique. Mais effectivement, après, il faut considérer que le solopreneur, hein, donc l'auto-entrepreneur, quand bien même il est en SRL ou en SAS, eh bien, il doit répondre aux mêmes enjeux réglementaires de la convention collective en termes d'assurance à partir du moment où il fait de la prestation de service. Donc voilà, effectivement, l'entrepreneur, il y a des choses, l'entrepreneur individuel, il y a des choses qui changent, mais s'il fait de la prestation de service, chez des clients, il va répondre aux mêmes enjeux qu'une entreprise lambda, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des RC Pro? Je ne sais pas exactement, mais je me renseignerai de ça. Alors, nous-mêmes, Easy Group et Easy Pest, on a des RC Pro, mais qui ne sont pas dépendantes de la même convention collective que vous, parce que nous, on est sous la convention collective Syntec. Mais je vais me renseigner. Je vous donnerai les principaux cabinets d'assurance qui interviennent là-dedans.
Ouais, alors AXA, effectivement, et comme tous les cabinets, ce qui est important, c'est, je pense qu'ils se valent à peu près tous, mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir expliquer votre métier en détail, quoi. Ouais. Ouais, vraiment d'expliquer votre métier en détail pour être sûr d'être bien couvert, quoi. Voilà globalement ce qu'on voulait un peu vous raconter ce soir. Mais après, c'est pareil. Après, si vous avez besoin, vous mettez un mail à Alice et puis elle pourra aller chercher les infos sur la RC Pro et Oui, il y a potentiellement pas de peut-être vous mettre en contact avec des gens avec qui sont plaisir. spécialisés là-dedans. Et effectivement, un cabinet d'assurance, de courtier en assurance ne peut pas couvrir tous les sujets. Alice, elle est spécialisée sur la couverture sociale des gens et des entreprises, mais tout ce qui est couverture juridique de l'entreprise, je pense que dans ton réseau, Alice, tu as suffisamment de gens qui peuvent répondre Oui, à bien ces sûr. questions et ça peut être intéressant. Donc, Bon. n'hésitez pas à appeler ou mettre un mail à Alice, c'est toujours Ouais. intéressant, quoi. Ouais. Voilà, non, c'est simplement aussi pour vous rappeler les prochains webinaires. Alors, l'organisation du véhicule du professionnel 3D, ce ne sera pas le 8, mais le 13 février. On refait un webinaire avec un thème global spécial rongeur, questions-réponses. Donc là, il y aura Vincent Ergen, moi je serai là et probablement Nicolas Didiche aussi. L'idée, c'est que vous nous envoyez les questions avant et donc on passe une heure à échanger ensemble sur les rongeurs. Voilà, sur toutes les questions que vous pouvez être amené à nous poser sur les rongeurs, il n'y a pas de souci. Et puis, on va recommencer notre saisonnalité de webinaire avec un webinaire sur les moustiques le 21 mars aussi, puisque vous savez que on ne sait pas trop si on a un avance ou en retard de la saison moustique, mais les premières larves de moustiques tiques sont détectées fin mars pour les premières éclosions mi-avril. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un webinaire un peu de préfiguration sur cette problématique moustique à mi-mars, quoi. Voilà globalement. Et puis après, vous inquiétez pas, on rediffusera aussi le replay de ce webinaire sur les réseaux. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire comme d'habitude. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a volontairement fait un webinaire un peu court ce soir parce que c'est un sujet qui peut être vite un peu touffu. Donc on va demander vraiment à Alice d'être concise sur l'information qu'elle vous a amenée pour pas nous en mettre trop plein la tête parce qu'effectivement ça peut être un sujet rapidement incompréhensible. Je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Merci. Ouais, c'est effectivement, c'est visible sur le site internet EasyPest, ou en tout cas, si ça ne l'est pas, tu nous mets un petit mail ou je vous laisse le mail central qu'il faut que vous inscriviez partout chez vous, sur les murs, dans les toilettes, et puis dans toutes les chambres à coucher de vos enfants. Voilà. C'est formation@easypest.com et puis on a notre nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Easy Group. On est en train de restructurer pas mal le groupe. On a notre nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Easy Group. Vous allez sur Easy Group et vous devriez retrouver l'intégralité de nos webinaires. Voilà. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Donc on vous fait un petit coucou et puis on vous souhaite une excellente soirée si vous n'avez pas plus de questions. Merci à tous pour votre écoute. C'est cool. Merci beaucoup. Ah bah il y a Adeline qui a mis le lien de notre chaîne YouTube, là, Easy Group. Donc n'hésitez pas. Toute notre information, elle est en ligne sur ce site, sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à consulter. Bon bah, en tout cas, il nous reste à vous saluer, à vous souhaiter une super soirée. On était encore une fois de plus ravis de vous retrouver. C'est cool. Et puis on vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao.